basé sur l'hypothèse darwinienne. C'est pour ça que sans arrêt, je me fous de Darwin, il est mort, je n'ai rien contre lui. C'était pas vrai à l'époque déjà. Nietzsche, qui était contemporain, disait c'est ridicule de croire que c'est aussi simple en parlant de Darwin. C'est pas simple comme ça, c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai que c'est parce que la connaissance est différente. La connaissance montre que c'est entièrement faux. Après, c'était une croyance, c'était une théorie comme une autre. Après, c'est passé d'une théorie à une religion. Et donc après, les religions, c'est extrêmement difficile de lutter contre les religions. C'est très très compliqué. Même l'évidence, donc je vous disais, même au départ, ce monsieur-là qui était paléontologue dont je parlais, et qui disait, bon, il y a l'homme moderne, et quand bien entendu, des choses avaient commencé à être publiées sur Néandertal, les pourcentages de Néandertal, il disait, c'est des exceptions, ça compte pas. Or, maintenant, on sait très bien que, par exemple, il y a des maladies qui ont une répartition néandertalienne. Il y a des maladies qui sont spécifiquement néandertaliennes, comme il y a des traits physiques qui sont néandertaliens. Il y a des maladies qui sont héritées de Néandertal. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que c'est rien. Enfin, c'est complètement idiot. Donc, mais le refus d'abandonner la théorie, surtout quand on a enseigné cette théorie pendant des années, si vous voulez, c'est très spécifique. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Ce que dit Didier Raoult, là, c'est faux. Mais en plus, c'est... Moi, je dirais qu'il est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ment. Je dirais pas qu'il se trompe, involontairement. Didier Raoult, c'est quand même quelqu'un qui a fait des études, qui a, bon, certes, il est d'origine littéraire, donc il ne sait pas trop ce que c'est que la science, dans les détails. Mais il a quand même une carrière brillante. Alors, on ne sait pas trop, il y a eu des discussions sur... c'est une grande gueule, il est en couleur, il a pu passer peut-être un peu à travers les filtres, mais il a quand même été peu contesté dans ses postes avant le Covid. Il a été publié, alors il y a eu énormément de bruit sur ses publications parce qu'il était toujours co-auteur, et donc il mettait un peu son nom partout, il utilisait des failles du système de publication scientifique, mais c'est pas très important. Au bout d'un moment, quand quelqu'un est un pur charlatan, on le voit tout de suite, même en médecine, je pense qu'on voit tout de suite, et donc c'est pas un charlatan. Voilà, il est possible que sa réputation soit un peu trop gonflée, mais c'est pas un charlatan, c'est un mec, il sait quand même en partie de quoi il parle. Il est censé savoir de quoi il parle. Alors ouais, je sacrifie un peu parce que j'aime pas, je dois préserver mon anonymat et bref, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Mais bon, en tant que scientifique au-dessus de Didier Raoult, je suis obligé là de dire qu'il est probablement de mauvaise foi, 80% de probabilité qu'il soit de mauvaise foi, 20% qu'il se trompe sans le faire exprès. Pourquoi? Parce que normalement, il n'y a pas que les mathématiciens et les physiciens qui connaissent quand même un peu la démarche scientifique, même si après ils ont des spécialités. Les gens, ils ont des bases. Ils ont des bases scientifiques abstraites, des bases de principes, de méthodologie. Et ils savent que soit on prouve un truc, soit on le suppose. Il n'y a pas de troisième choix. Et surtout, c'est un choix qui est absolument violent, je dirais, absolu. C'est-à-dire que même ce que vous prouvez, vous l'avez supposé dans l'armature de votre preuve. C'est-à-dire que si vous dites A donc B, on va automatiquement inscrire que vous avez utilisé l'axiome A implique B dans le recensement des axiomes que vous avez utilisés. Ce n'est pas vous qui choisissez vos axiomes. Vous présentez votre preuve. Si vous êtes poli, vous mettez, pour économiser du travail de recensement, on vous fait confiance, vous mettez la liste des axiomes que vous avez utilisés, avec des abréviations, il y a tout un système d'abréviations. Mais de toute façon, il se voit, puisque quand vous dites A donc B, on dit là il vient d'utiliser l'axiome A implique B, même si par ailleurs c'est un théorème qui a été démontré dans un autre article. C'est un axiome local, c'est-à-dire c'est l'axiome de votre article, de votre contribution scientifique. Bon, alors là, tout de suite, je casse un préjugé. Même si vous dites A donc A, c'est la même phrase. Évidemment, c'est évident, mais une évidence, c'est un axiome. Et donc, le recenseur d'axiomes va dire que vous avez utilisé l'axiome A implique A. Par exemple, lors des logiciels, vous savez, des fois, il y a quelqu'un qui met deux espaces au lieu de mettre un espace entre deux mots, et il va mettre une implication. Donc, c'est pas exactement le même texte, puisque vous avez texte 1 implique texte 2, et la seule différence entre les deux, c'est qu'il y a un espace de trop. Blah, c'est recensé en axiome que cet espace ne compte pas. Voilà, la science, ça marche comme ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'axiomes, il y a beaucoup de postulats, il y a beaucoup d'axiomes. Dans chaque article scientifique, vous avez une longue liste d'axiomes locaux qui appartiennent à des différentes catégories. Voilà.
Quand Darwin a eu son intuition, il faut savoir que son intuition n'était pas basée sur sa beauté, sur ceci, sur cela. C'est qu'il y avait les postulats qu'il utilisait quand on recensait ses raisonnements. C'était des, encore une fois, c'est pas la conclusion de la preuve. Elle ne dit pas forcément toute la liste des axiomes que vous avez utilisés. Vous avez déduit ça de postulats que vous avez fait. Simplement que ces postulats étaient quand même assez raisonnables et assez solides et surtout constatés depuis longtemps. C'est pas ce que le grand public connaît. Et sa conclusion, elle dérive. Elle est déductible de ces postulats, des axiomes qu'il a utilisés, qui eux sont évidemment pas prouvés, hein, qui font partie des choses qu'il a admis, sauf que la plupart du temps, le grand public qui prend la conclusion, il dit « moi voilà, mon verre de Ricard à la main, je pourrais pas arriver à cette conclusion-là facilement, ça paraît très dogmatique, ça paraît être une théorie comme ça, un peu gratuite, comme les religions, comme tous les trucs pas sérieux. » Et en fait, le mec a son verre de Ricard à la main, il ne sait pas les postulats, parce qu'il n'a pas les compétences, tout simplement, il n'a pas accès. Les postulats de Darwin étaient forts, donc ils affirmaient beaucoup, donc on pouvait les remettre en cause, mais ils n'étaient pas... il y a un vrai raisonnement dans sa contribution, si vous voulez, qui amène à une conclusion surprenante à partir de postulats beaucoup moins surprenants, et si on faisait un sondage, la plupart des gens cocheraient oui à tous les postulats que Darwin a posés. Donc voilà, vous avez des gens qui aujourd'hui ne connaissent pas le raisonnement qu'a fait Darwin, qui diraient oui à tous les postulats et qui disent non à la conclusion, donc ils se trompent, hein, tout simplement. Ça c'est pour le coup une erreur, puisque la conclusion elle est contenue dans les postulats, c'est un cas particulier des postulats, il faut le raisonnement pour s'en apercevoir, et on a déjà ça à la base. Mais surtout, les scientifiques ils sont pas là, ah bah il y a un mec qui a parlé, il a posé une théorie, on la prend, on continue avec, tranquille. Non, ils sont mis à l'épreuve continuellement et ils sont en correspondance, si vous voulez, ils interagissent continuellement avec d'autres théories utilisées au quotidien dans les laboratoires et même dans la pratique, si vous voulez. Et nous, les scientifiques, alors certes, il n'y a pas beaucoup d'experts en sciences, si vous voulez, enfin, je veux dire, il y a tous les scientifiques payés, quoi, mais on sait où sont les circuits, on sait où sont les déductions et on sait quel postulat on va aller tège. Et s'il y avait un seul des postulats qu'a utilisé Darwin, qui avait été au cours de toute la confrontation avec le reste des autres activités scientifiques remis en cause, il serait jeté et Darwin serait tombé, on n'en parlerait même pas. Donc les postulats ont plutôt bien résisté, mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Darwin, il appartient à ces époques, si vous voulez, où on constatait que les lois de la nature avaient quelque chose d'absolument incroyable et qu'on ne comprenait pas. Et donc on était obligé de dire, bon, bah, on le constate, on l'accepte, on le pose comme postulat parce que ça a résisté 1 milliard de fois aux tentatives de les falsifier. Ça de les faire tomber en faisant des expériences ingénieuses pour essayer de mettre la nature à l'épreuve et à chaque fois ils répondaient si, je maintiens ce postulat vrai. Comme la gravité par exemple. Il y a plein de gens qui ont essayé de voler de manière agravitationnelle, personne n'a jamais réussi, donc au bout d'un moment on a accepté le postulat de la gravité. Puis après on a mis en équation, etc. À l'époque, il appartient à cette époque du principe de moindre action, du principe de Fermat, que personne ne comprenait. Alors, je dis ce que c'est. Quand vous émettez un photon, je le dis avec le principe de Fermat, le principe de moindre action, c'est la même chose. Quand vous envoyez un photon quelque part, il va prendre le plus court chemin, qui n'est pas forcément la ligne droite, parce que s'il doit traverser, par exemple, s'il doit traverser une bassine de diarrhée, il va aller doucement dans la bassine de diarrhée. Si derrière la bassine de diarrhée, il y a un couloir où il peut aller très vite, il va aller très vite, et ainsi de suite. Mais peut-être qu'il aurait avantage à passer dans l'air où il va aller un peu moins vite, mais il n'aura pas à traverser une bassine de diarrhée suivie d'un tunnel ou avec plein de bifurcations. Et on constate la nature, elle a toujours fait aller le photon, il prend le plus court chemin. Mais comment il sait à l'avance? Comment il sait à l'avance quand vous l'envoyez que c'est ce chemin-là qu'il va falloir prendre? Alors là, les scientifiques, ils étaient par terre, ils avaient un miracle sous les yeux. Vous envoyez un photon et imaginez, vous avez une grosse piscine au milieu dans laquelle il ne peut nager que 10 fois moins vite. Vous envoyez un photon, il va contourner la piscine et il va arriver de la manière la plus rapide qu'il est possible, comparé à tous les autres chemins, à son destinataire. Comment il savait, au moment où il partait de la source, le photon, qu'il fallait contourner la piscine plutôt que de passer tout droit dans l'eau et être ralenti? Hein, c'est pareil, vous savez, les mirages, quand vous roulez sur des routes chaudes, vous voyez le ciel se refléter dans la route. Pourquoi? Parce que le photon qui arrive du soleil, le plus court chemin consiste à passer près de la route et à remonter un peu vers vos yeux, et donc vous avez l'impression de voir le soleil se refléter dans la route. Mais comment ça se fait qu'il passe par là? C'est pas la ligne droite. Eh bien parce que c'est par là le plus court chemin pour arriver à vous, parce qu'en passant dans des zones humides en ligne droite, il viendrait moins vite à vous. Mais comment il sait? Comment il sait qu'arrivant du soleil, c'est par là qu'il faut passer? Donc vous voyez, on avait cette période un peu absolument gigantesque où on avait des véritables miracles qui s'opéraient sous nos yeux et on ne pouvait pas les interpréter. Alors par contre, on pouvait les exprimer
dans un langage précis et dire voilà, il se passe ça à chaque fois qu'on teste. Et puis on a fait plein d'essais. On a mis des bassines de caca de chat, suivi de bassines de caca de chien, suivi de miroirs, suivi de pièges à lumière, etc. Donc du coup on se dit attendez, le photo il va pas faire des calculs ultra compliqués avant de partir pour savoir que c'est en fait le chemin complètement tordu par-ci par-là qu'il va falloir passer pour éviter le caca de chat, mais passer dans le caca de chien parce que il circule vite dans le caca de chien. Et puis ensuite il y a de l'eau de javel, super, faut passer par là. Par contre juste après il y a de l'eau qui est pas de l'eau de javel, alors il faut l'éviter, il faut la contourner, ainsi de suite. On se disait, non, attendez, c'est pas possible qu'il y arrive. Et il y arrivait tout le temps, le photo. Donc voilà, ça s'est appelé le principe de moindre action et ça marche pour tout. Pour la lumière, mais aussi pour n'importe quelle aventure. N'importe quelle aventure de système physique qui prend le plus court chemin. Alors il faut définir ce qui s'appelle le plus court, hein. Mais ça, c'est autre chose. On va tomber dans l'abstrait, mais en fait, vous avez un principe général de la nature comme ça, qui fait que quand vous déclenchez quelque chose, vous aurez à l'arrivée, comme si un photon circulait, prenait plus court chemin, à l'arrivée, votre machin, le truc que vous avez, c'est comme si vous lanciez, comme si vous émettiez un photon, c'est-à-dire une graine de lumière. À l'arrivée, le truc, quand vous aurez parcouru, enfin quand vous aurez regardé son histoire, il aura utilisé, si vous voulez, il aura dépensé l'action la moindre, l'intégrale de l'énergie, hein, donc l'action, par rapport au temps, aura été minimum. Après, je passe sur les détails, on s'en fout des détails. Donc il a vécu à cette époque-là, Darwin. Évidemment, ça, si vous dites aujourd'hui, voilà, la nature, elle fait ça, qui va vous croire? Ok, ok, vous arrivez, vous avez des diplômes de sciences, tout ça, vous dites, putain, ok, je te crois, mais c'est formidable. Puis généralement, on met pas en cause quand un scientifique parle, on se dit, après tout, il n'y a pas d'intérêt à me mentir. Mais vous voyez, ces trucs magiques que nous offre la nature, qui ont depuis été expliqués par des trucs encore plus magiques, mais encore plus abstraits, enfin mieux compris, si vous voulez, mieux compris à la magie quantique près, mais enfin bref, le principe de moindre action, il est dû à la mécanique quantique. Évidemment, quand vous mettez ça comme axiome dans votre petite moulinette et que vous faites du mécano avec des axiomes aussi puissants que ça, avec ces trucs qui poussent dans les arbres, le principe de moindre action, il nous est offert par la nature. On n'a pas décidé qu'il était vrai, on a constaté, incrédule, qu'il était vrai. Et évidemment, vous arrivez à des théories qui peuvent paraître complètement dingues, comme la sélection naturelle de Darwin, par exemple. Voilà. Et si vous voulez, ces trucs-là, Raoult, même si c'est très flou dans sa tête, vous n'allez pas me dire qu'il ignore que Darwin s'est quand même reposé sur un certain nombre d'éléments qui étaient connus, qui étaient en gestation, qui étaient dans les boîtes à outils scientifiques. Le principe de moindre action, ça a fait couler de l'encre pendant des décennies, des siècles même. Il y a des mecs qui ont essayé de le déconstruire, c'est-à-dire de trouver des explications locales, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi, au fond, il n'y a pas besoin pour le photon de savoir à l'avance dans quelle direction partir, même si on en a l'impression, ils ont inventé les indices de réfraction, tout ça, qu'on vous enseigne en prépa. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est vraiment mal fichu parce que c'est tue l'amour, quoi. Si vous voulez, en prépa, on vous dit pas que le photon va prendre des chemins complètement hallucinants. On vous met 2 piscines et puis ça s'arrête là et vous calculez les indices de réfraction, des cosinus d'angle et puis on vous montre une photo du fond de la piscine qui a l'air près du bord de l'eau l'été quand elle est éclairée. Et du coup, le principe de moindre action, il passe à l'as, quoi. Enfin, on vous dit c'est pas magique, c'est juste qu'il y a un indice de réfraction au moment où le photon sort de l'eau. Et après, vous vous étonnez que les étudiants fassent des dépressions, etc. Mais passons, parce que parfois, il faut être très rigoureux. Et quand on commence à raconter les choses, si on sort du déductif, on passe. Donc, ils ont des doubles contraintes. Donc, c'est normal aussi qu'ils soient un peu tue l'amour, surtout quand aujourd'hui, des bacs du secondaire, on a fait que du putaclic pendant l'enseignement, et donc, du coup, il y a besoin de remettre les étudiants un petit peu droit, assis sur leur chaise. Allez, tu vas travailler, tu vas faire des calculs. Tu vas pas aller lire Aladdin et la lampe merveilleuse en pensant au principe du moindre action. Donc voilà, mais enfin, il y a eu des travaux de faits qui ont, après, vous avez eu comment ça s'appelle, les machins de l'air, là, oh putain, je suis vraiment Alzheimer. C'est quoi de l'air c'est pas les calculateurs de l'air, c'est pas les bon bref, il y a un mot qui m'échappe, voilà, c'est l'âge, qui ont permis de donner une vision locale au principe de moindre action, mais tout ça c'est après, c'est pendant, et puis c'est indépendant, c'est dans d'autres domaines. Et puis la théorie quantique, elle a amené à expliquer une chose que personne ne pouvait réellement comprendre dans toute cette histoire, et qui est absolument gigantesque, c'est que quand vous faites une sélection dans la vraie vie, vous diminuez le nombre de candidats à chaque tour. C'est-à-dire que si vous avez 1000 candidats, vous faites passer le test 1 et vous en reste 100, les autres ils ont tous été éliminés. Et puis ensuite vous faites passer le test 2 et vous en reste 10. Plah. À chaque fois c'est divisé par 10. En 10 coups c'est divisé par 10 milliards, il ne reste personne.
Donc oui, la sélection ça marche. Bien sûr, à la fin, tous les candidats sont compétents. Bien sûr, ils le sont tous, parce qu'il n'y en a pas un seul qui n'est pas compétent, parce qu'ils ont tous échoué au test. Et donc tous les candidats qui ont réussi les tests, c'est-à-dire personne est compétent. Okay. Bref, le principe de sélection, c'est un truc exponentiel. C'est-à-dire vous divisez, à chaque fois que vous faites une sélection, vous éliminez une partie de la population. Et en quelques coups, vous avez éliminé... il vous reste 1 sur 1 milliard de la population. Donc, il y avait ce principe de sélection qui est en lien très fort avec le principe de Fermat, le principe de moindre action. Il y avait un mystère à résoudre. Okay. Alors les nombres complexes avaient été inventés et on savait que l'exponentielle dans le domaine des nombres complexes, elle marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire, elle divise pas par 10 la population, elle se contente de tourner sans diminuer la population. Okay. Et ça donne le cosinus et le sinus, ça donne les ondes, enfin peu importe, mais en tout cas, si vous voulez, dès lors que vous avez mathématiquement sur le papier l'exponentielle complexe, vous ne pouvez plus parler vraiment de croissance exponentielle, comme les journalistes ils disent à propos de tout, tout a une croissance exponentielle, ou pour ce qui est du mécanisme de sélection, une décroissance exponentielle. Bon. Sauf qu'on ne savait pas accorder les deux. On disait, ok, on a une fonction mathématique qui, dans le domaine complexe, ne tend pas forcément vers 0 très vite, ça n'élimine pas forcément tout le monde très vite, sauf que c'est abstrait, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je prends i personnes et j'applique une exponentielle, ou plutôt je fais i tests, vous faites 10 tests, vous divisez par 10 à chaque fois, c'est comme si vous aviez divisé par 10 milliards. Mais maintenant vous dites, je fais 10 fois i étant le nombre complexe, donc qui arrive au moins un test, je divise par 10 à la puissance i, ou 10 à la puissance 10i, voilà. Bah ça va pas du tout vous éliminer tout le monde, ça va vous donner un nombre complexe, ça c'est gros, qui marche très bien, voilà. Mais il a fallu la révolution quantique pour commencer à le comprendre, et en plus on n'a pas tout compris. Et en plus on n'a pas tout compris. Il a fallu la révolution quantique pour commencer à comprendre que les mécanismes de sélection, conjointement avec les propriétés mathématiques des nombres complexes, conjointement avec le paradigme quantique qui utilise des nombres complexes de manière industrielle, les probabilités sont remplacées par des nombres complexes, et la nature elle nous dit c'est comme ça que je marche, alors que bon, personne n'est capable de dire comment elle fait, mais ça n'a jamais été mis en défaut, et vous le vivez tous les jours, et dans le monde on a 10 milliards de fois par jour des confirmations que c'est comme ça que la nature marche. Eh bien, on a pu retirer petit à petit les parties admises, les postulats, de beaucoup de théorèmes de physique, de maths et de biologie, enfin de maths non évidemment, mais de maths, je veux dire, bref, les maths c'est les maths, il n'y a pas on ne découvre pas un jour qu'il y avait un truc faux en maths, ça n'arrive pas, mais on a pu démontrer des choses qui étaient admises, qui étaient prises comme postulat, en particulier dans les démarches des physiciens. Aujourd'hui on ne dit plus le principe de moindre action, aujourd'hui ça marche comme la reproduction sexuelle, c'est-à-dire que en fait le photon il prend tous les chemins, mais c'est le premier qui arrive qui marque votre esprit. Et donc vous avez l'impression qu'il a pris le plus court chemin comme s'il savait au départ. Mais en fait il prend tous les chemins dans tous les mondes parallèles, et puis vous faites des calculs sur les mondes parallèles, et il y a une moyenne qui se fait, et qui fait que c'est le premier arrivé qui gagne, comme les spermatozoïdes. Ils font la course, mais l'ovule en retient qu'un, et elle dégage tous les autres. Vous voyez, même la reproduction va puiser dans ces fondements-là. Et donc le principe de moindre action aujourd'hui il est démontré, c'est-à-dire qu'il est devenu un truisme, une évidence à partir d'axiomes plus profonds, à partir de la fonction exponentielle complexe, à partir de l'utilisation des nombres complexes en sciences. Et donc ces magies, ces choses qui au départ peuvent apparaître comme des postulats complètement gratuits, et dont Darwin avait l'intuition pour ce qui est de sa théorie, mais je vous dis, ce background scientifique, il est aujourd'hui démontré. Alors il reste des choses qui sont supposées, en particulier qu'il y a plein de mondes parallèles et que le photon prend tous les chemins, c'est pas un truc, vous allez sonder les gens dans la rue, ils vont pas être d'accord, ça je peux vous assurer qu'ils savent pas qu'ils existent en une infinité de copies en train de faire des choses différentes dans chaque monde, parce que c'est eux, les gens, c'est les mêmes gens. Donc ok, là on va être d'accord, le paradigme quantique, il va pas être, les gens vont pas dire oui. Mais on a là pour le coup les beaucoup plus établis scientifiquement, expérimentalement, et du coup si vous voulez la théorie de l'évolution de Darwin et ce qu'en font les sciences appliquées qui évidemment connaissent pas tout ça, si vous demandez à un biologiste, un archéologue, quelqu'un qui fait de la paléontologie, enfin tout ce que vous voulez, il n'est pas au courant de ce que je raconte. Enfin, il sait vaguement qu'il y a des trucs qui sont prouvés et non pas supposés, mais il ne sera pas capable de vous expliquer ce que c'est que le principe de Fermat, enfin comment l'histoire du principe de Fermat, il ne pourra pas vous la raconter. Moi je vous la raconte en tant que personne qui connaît une partie
cette partie-là de la physique, si vous voulez, je connais d'autres parties aussi, mais bon, l'important c'est pas moi. Mais ils l'utilisent, ils ont confiance, et quelque part leur cerveau devine inconsciemment, même si ils connaissent pas ces théories sur le papier, ils sont pas capables de faire les calculs comme je pourrais les faire, si vous voulez. Ils utilisent ça, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui est solide. Vous voyez ? Parce qu'ils le mettent à l'épreuve. À la différence des religions, la science, elle passe son temps à attaquer ces postulats. Et quand ça résiste, si vous voulez. Enfin, quand ça résiste, c'est la nature, c'est Dieu qui résiste, qui dit si, c'est bon, tu peux avoir confiance en cette loi, tu vois, tu l'as testée 1 milliard de fois, elle continue d'être vraie, voilà. À la différence des religions, elles disent n'importe quoi et les gens continuent d'y croire malgré que tous les jours, vous avez elles sont disqualifiées. Donc, tout ça, ça forme un corpus, des discussions, des échanges, des discussions de week-end, des échanges téléphoniques, des collaborations pour écrire des articles scientifiques. Vous n'allez pas me dire que Eric Raoult, il est passé totalement... Alors, ok, il est littéraire à la base, c'est pas un matheux, mais vous n'allez pas me dire qu'il est passé à côté de tout ça, et qu'il arrive en débarquant comme un vulgaire avocat d'une religion bac-10. Ouais, la science, c'est comme les religions, c'est basé sur des croyances. Vous n'allez pas me dire ça, enfin, je veux dire... Voilà, non. S'il n'y avait pas eu la résolution de la décroissance exponentielle lors des phases de sélection, je ne dis pas qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pourraient répondre, ok, vous parlez de sélection naturelle, mais que faites-vous de tout ce qui meurt? Comment ça se fait qu'en quelques années, il y a encore quelqu'un? Puisqu'à chaque fois, c'est divisé par un nombre, mais pas un petit nombre, hein, c'est divisé par 2, c'est littéralement des tas de systèmes qui disparaissent par sélection. Comment ça se fait que finalement, tout n'a pas disparu? Qu'appelez-vous sélection naturelle? Vous voyez, là, aujourd'hui, des gens pourraient se poser des questions. Et si on n'avait pas résolu ce mariage entre les sciences et l'utilisation des nombres complexes, et en particulier des propriétés de l'exponentielle complexe et de l'approche ondulatoire, puisqu'en fait c'est un rapport avec les ondes, mais je ne vais pas détailler, on ne saurait pas quoi répondre. On dirait, ouais, putain, imaginez, vous voulez sélectionner des gens quasi parfaits. D'abord, vous regardez s'ils sont assez grands. Pof, il y en a la moitié qui disparaissent. Ensuite, s'ils sont intelligents, vous en avez 9/10 d'éliminés. Ensuite, s'ils ont des beaux yeux, vous en éliminez encore plein. Ensuite, s'ils sont bienveillants, vous en éliminez encore plein. À la fin, il vous faut un mathématicien qui a un prix Nobel de physique, avec des yeux une beauté qui dépasse celle de Brad Pitt. Vous avez personne. La sélection naturelle, elle marche pas. Ok? Donc, vous voyez, ça, c'était un vrai obstacle. Ce que, évidemment, les scientifiques Darwin savaient à l'époque, c'est que la nature, elle nous offre une régénérescence. Mais personne n'avait compris comment ça marche, comment la sélection ne détruit pas tout au bout d'un moment à force d'être de plus en plus élitiste. Et c'est là où l'exponentielle complexe et où un certain nombre des progrès de la science sont arrivés pour sauver la mise à cette diminution de population impliquée par le fait de sélectionner des élites. En gros, la théorie de Darwin, c'est en gros l'élitisme. La nature nous offre que l'élitisme permet d'avoir que des élites à la fin. Et comme si vous aviez éliminé personne, c'est les gens qui sont devenus des élites. Je résume, je simplifie, je caricature, il y a énormément de souffrance dans le monde est loin d'être parfait. Mais si vous voulez, tout ça, c'est des discussions, j'apprends rien à des professionnels de la biologie. Enfin, si, je leur apprends peut-être le principe de Fermat, mais je veux dire, j'apprends pas à des professionnels des sciences expérimentales que derrière eux, pour les soutenir, vous avez des théoriciens qui vérifient tout et qui, quand un postulat peut être prouvé, ne manque pas de téléphoner à tous les gens qui appliquent les sciences pour leur dire attention, nous l'avons prouvé, vous n'avez plus besoin de le mettre à l'épreuve, ce truc de toute façon il est démontré. C'est un théorème de maths, donc cherchez d'autres postulats à dégager, mais il n'y a pas besoin de dégager celui-là, il n'existe plus dans la théorie, parce que quand vous avez démontré un postulat, vous en aviez 150 au départ et vous en reste 149. Il y en a un, il est certain, il est sûr et certain, il est infaillible, comme dit Michel Serres, même Dieu ne peut pas faire qu'il est faux. Okay, donc il vous en reste 149 qui sont offerts par Dieu, par la nature, direz les athées, par qui vous voulez. Il en reste 149, on passe un coup de fil aux gens des sciences expérimentales en leur disant attention, ce postulat-là, terminé. Tu n'as plus besoin de craindre qu'il ne soit pas réalisé, c'est pas un postulat. Il a été démontré, c'est un théorème à partir des autres. Voilà, et en gros, c'est comme ça que le darwinisme, et bon, après tous les experts le savent, s'est développé en étant de plus en plus vrai, au sens où s'appuie sur on va dans le sens actuellement, le sens de ces spécialités scientifiques, c'est de plus en plus vrai, au sens c'est de moins en moins basé sur des postulats. Chaque jour, parce qu'il y a des milliards de postulats implicites, chaque jour, un petit taux, une petite proportion de postulats qui venaient soutenir la théorie de Darwin disparaît parce qu'ils sont devenus des théorèmes. Ce qui fait que la théorie est plus solide encore, parce qu'elle s'appuie sur moins de postulats, sur moins d'axiomes.
Et bon, ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est que toute la science, y compris la physique, est comme ça. Hein. Mais je vais m'arrêter là pour la vidéo. Si Raoult sait pas tout ça, je dirais que il est trop tard pour lui apprendre. Et puis, moi, je pense qu'il est de mauvaise foi et qu'il sait, mais que, bon, il a un public. On sait ce qu'a été le Covid pour tout un tas de gens. Il y en a, psychologiquement, ils ont vrillé. Moi, je défends pas du tout. Je défends aucune position. J'en sais rien du tout. À chaque fois que quelqu'un me parlait de Covid, je m'enfuyais. Donc, j'ai décidé de ne pas m'en occuper. Voilà. On a des pouvoirs publics. Ils font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Il y a toujours un peu de corruption, donc ceux qui se font des carrières en dénonçant la corruption ou les conflits d'intérêts font genre, on révèle des secrets alors qu'ils disent en fait ce que tout le monde sait. Quand vous avez des vaccins faits en très peu de temps, il est bien évident qu'il y a beaucoup plus de risques et de conséquences que s'ils sont vérifiés pendant plus de fois, mieux testés. Et moi, je ne me prononce pas là-dessus, je n'ai pas les compétences. Voilà, par contre, j'ai les compétences pour dire que, selon moi, Didier Raoult a été de mauvaise foi dans cet extrait.